Bonjour à tous. Madame Fédrenne, du coup peut-être vous voulez bien vous mettre là. Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette table ronde. Merci beaucoup pour votre présence, merci à tous ceux qui nous écoutent en ligne connectés à l'événement aujourd'hui. Je m'appelle Blaise Desbordes, je suis le directeur de l'ONG Max Havelaar et je suis très honoré de vous accueillir pour cette table ronde consacrée à un concept émergent et pourtant très ancien qui est celui du revenu vital dont nous avons tous besoin pour exister. Je vous présenterai les intervenants qui prennent place autour de la table. Mais pour commencer, laissez-moi vous lire quelques lignes. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant, ainsi qu'à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948. Et pourtant, vous tous qui nous écoutez ou qui êtes présents dans cette salle, 95% des produits chocolatés que vous achetez dans un kiosque de gare, chez votre épicier, au supermarché, chez votre pâtissier, 95% de ces produits chocolatiers viennent très probablement du travail des enfants, provoquent très probablement de la déforestation et quasi à coup sûr ne délivrent pas un revenu vital tel que je viens de l'énoncer, qui est présent dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, à ceux qui ont cultivé le cacao pour le produire. 95%, autant dire tout le chocolat quasiment vendu en France. 5% seulement bénéficient d'une garantie ou de systèmes qui sécurisent le revenu du paysan qui a produit le cacao. Et pourtant, 70 ans après cette déclaration, quand deux pays qui représentent 65% du commerce du cacao, qui produisent les 2/3 du cacao mondial, le Ghana et la Côte d'Ivoire, décident en janvier 2020 de constituer une alliance, une OPEP du cacao, et de demander aux multinationales de rajouter, 20% de plus dans le prix payé pour sortir leur population de la misère, elles essuient un refus cinglant. Et après 6 mois de bras de fer, elles doivent reculer et revenir à un prix qui est quasiment un prix de misère pour le cacao qui est produit chez elles et qui nous régale ici au nord. Dans ce contexte, avec ces deux illustrations, vous comprendrez mieux pourquoi nous voulons, chez Max Havelaar, avec de très nombreux partenaires de par le monde, avec les invités que je remercie d'être là, aborder aujourd'hui un sujet central. Est-ce que nous sommes capables, dans la mondialisation aujourd'hui, de délivrer un revenu qui assure les besoins fondamentaux, vitaux, pas un revenu énorme, un revenu vital aux familles et aux gens qui produisent notre alimentation? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Tout l'intérêt de cette problématique, il est certes un intérêt lié aux droits humains et à la dignité humaine, mais il est aussi un intérêt très grand sur le plan économique et écologique. C'est un enjeu intégré et nous remercions les organisateurs de l'événement d'aujourd'hui de nous avoir accueillis. Bien entendu, le revenu vital est lié à l'environnement. Bien entendu, le revenu vital et l'environnement sont liés aux inégalités. C'est un moteur intégré et en adressant cette question aujourd'hui, nous avons en tête l'impact que ça peut avoir sur l'environnement et le climat et bien entendu sur la discrimination et les inégalités. Enfin, un tout petit mot sur mon organisation et ce que nous essayons de défendre sur ce sujet. Le mouvement Fairtrade est une organisation mondiale présente au nord et au sud, dans 75 pays pauvres et dans une trentaine de pays, disons, riches, de pays où se vendent tous ces produits. Et nous développons depuis quelques années une stratégie pour promouvoir cette approche par le revenu vital. Pendant des décennies, le mouvement Fairtrade s'est attaché avant tout à délivrer un prix pour le producteur en tant qu'agent économique, qu'il touche un prix qui lui permette de couvrir ses coûts de production. Maintenant, nous voulons aller plus loin et remonter à ce producteur en tant que chef de famille ou chef de famille, c'est-à-dire est-ce que ça lui permet non seulement de viabiliser son exploitation, mais aussi d'atteindre ses normes
de revenu vital au sens humaniste du terme tel que je l'ai énoncé. C'est une problématique énorme, extrêmement complexe, on va en parler tout de suite dans la table ronde, mais elle consiste essentiellement pour nous, ONG, à essayer de proposer au pouvoir public, merci mesdames d'être ici, représentant à la fois le Parlement européen et l'Assemblée nationale française, nous demandons au pouvoir public de prendre en compte des éléments dans leurs décisions que nous appelons des prix de référence ou des salaires de référence, qui ne sont pas le salaire pratiqué sur le marché du travail. Quand vous vous présentez pour prendre un job, on va vous dire « c'est tant ». Ce sont des salaires souhaitables, ce sont des prix souhaitables. Et avec ces boussoles à la fois de type production, le prix minimum agricole souhaitable, ou dans le cadre d'une relation de travail, le salaire minimum souhaitable dans tel pays, dans telle région, dans tel continent, eh bien nous tous, agents, nous les ONG, mais les agents économiques et les pouvoirs publics, nous aurons une boussole utile pour aller déployer les ODD à 2030 et l'ensemble des cibles de développement durable qui sont les nôtres. Nous allons parler en 3 temps. Premier moment, j'aurais souhaité, si vous le voulez bien, qu'on vous redise pourquoi le commerce équitable est concerné par cette affaire. Et je donnerai la parole tout de suite à Jean-Pierre Blanc, qui est PDG des cafés Malongo, un acteur français très engagé depuis longtemps dans le commerce équitable. Et ensuite, on demandera à Guillaume Lescuyer, du chercheur au CIRAD, qui est au bout de la table sur le côté gauche, de nous expliquer un peu mieux les liens entre cette problématique d'un revenu minimum de survie et l'impact que cela a sur la préservation de l'environnement et la sauvegarde du climat. Jean-Pierre Blanc, peut-être la parole à vous pour nous redire, le commerce équitable est-il finalement un bon levier pour adresser cette problématique ? Oui, tout d'abord, merci Blaise. Je me présente rapidement. Donc, je suis pas président, mais directeur général des cafés Malongo. C'est une PME française qui est située à Nice et on est à peu près leader dans le commerce équitable que j'ai démarré dans les années 92 à 97, donc il y a très longtemps. Et on s'est inspiré un peu de ce modèle économique pour calquer la vie de l'entreprise. Alors tout d'abord, je me réjouis de la présence des personnalités à mes côtés, et notamment sur des sujets pointus que l'on vient d'évoquer, qui est la loi Egalim. Et je me félicite que la loi Egalim rejoint un peu les préconisations du commerce équitable. Donc le commerce équitable, c'est quoi et qu'est-ce que ça apporte comme revenu aux producteurs? Et après, je vous prendrai un exemple particulier. Pour moi, contrairement à ce qu'on imagine, le commerce équitable, c'est avant tout un modèle économique qui est basé sur un certain nombre de piliers, qui est d'une part axé sur les prix et le revenu pour les agriculteurs. C'est-à-dire prix minimum garanti, en tout cas dans la filière café, on parle de prix minimum garanti, quels que soient les cours du marché, puisque le café est coté à la bourse de New York, et pendant 3 ans, c'est plus le cas depuis 1 mois parce qu'il y a des petits problèmes climatiques au Brésil, mais le revenu de celui qui n'était pas commerce équitable était la moitié de celui qui était labellisé commerce équitable. Donc c'est vraiment un amortisseur social, un prix minimum est un amortisseur social. Sur ce prix minimum vient s'ajouter ce qu'on appelle une prime de développement ou une prime sociale qui est gérée par les coopératives et qui permet de développer à la fois d'améliorer le niveau de vie, d'organisation, de créer des dispensaires, des écoles, de faire en sorte que l'éducation des enfants soit réalisée. Donc c'est une prime qui est importante et qui permet vraiment, on a distribué nous l'an dernier, faire un petit parallèle, à peu près de primes de développement, à peu près 2 500 000 $. Et croyez-moi, pour certaines coopératives, c'est énormément d'argent puisqu'il faut ramener ça après en monnaie locale. Et donc ça fait beaucoup de développement et beaucoup de programmes. Donc ce deuxième volet est extrêmement important. Et ensuite, c'est la prime d'agriculture bio, puisqu'on incite, et on en parlera tout à l'heure, sur le développement de l'agroforesterie et, puis, et des modes culturels, c'est-à-dire d'apporter un revenu supplémentaire et d'amener les coopératives à fonctionner en agriculture biologique certifiée. Ces 3 piliers économiques constituent le cœur du modèle du commerce équitable, Max Havelaar, qui a été créé, imaginé, je vous le rappelle, dans les années 88-90 au Mexique, dans l'île de Tuantepec, à Ussiri, dans une communauté indienne, par un prêtre hollandais, Francesco van der Hoff.
est docteur en théologie, docteur en économie, et qui a décidé de bousculer donc, le marché de ce café qui ne fonctionnait pas, en essayant de vendre sur les marchés européens un café de qualité à un juste prix. Et donc, c'est à l'issue de ces travaux et de ces décisions, c'était la première fois où je l'ai vu, il m'a dit « Écoute, on ne te demande pas de charité, on ne veut pas d'argent, on veut un juste revenu pour pouvoir payer les paysans. » Donc, le prix constitue l'essentiel de cette demande. Et après, c'est à eux à faire leur capacité de développement. Dans un système aussi qu'il faut bien repenser, qui est un système de petits producteurs d'1 hectare de café, constitués en coopérative, non pas en coopérative telles qu'on les connaît en France, parce que ce sont souvent des monstres, mais en coopérative de petit niveau, qui permet de rendre collectif à la fois la vie, à la fois le système social. Donc, pour le revenu pour l'agriculteur, l'essentiel, c'est de dire je m'assure d'un revenu minimum, donc toute l'année, quels que soient les prix du marché, et je peux bâtir quelque chose au-delà d'une journée, au-delà d'une semaine. Je prévois dans 1 an, dans 2 ans, donc il y a des programmes aujourd'hui qui ont été développés de façon extrêmement précise et importante. Nous en avons au Laos qui a été développé au sud, au plateau des Bolovènes, à la suite d'ailleurs d'un développement fait par le CIRAD, d'ailleurs, qui a été à l'initiateur du projet. Une coopérative qui est devenue complètement autonome, avec un système démocratique qui regroupe à peu près 1000 familles et qui fait vivre et qui exporte actuellement 50 containers de café vert. Donc, un modèle économique sur lequel on a fait des études d'impact, qui est vérifié et qui est viable. Donc, c'est ce modèle économique d'un prix minimum, d'un revenu issu du prix minimum et du collectif qui permet justement de sortir les agriculteurs de leur sous-développement. Donc c'est extrêmement important de travailler sur le long terme avec cela. Donc un bénéfice pour les familles, un bénéfice pour les producteurs, ça on comprend bien le dispositif. Vous avez également, il y a quelques années, je crois, initié un projet avec des co-bénéfices, je dirais plutôt pour le territoire, en Birmanie. Oui. Avec l'idée que cette sécurité économique, certes, permettait à des foyers de mieux vivre, mais également à des territoires, voire même à des États, de basculer vers des modèles à impact plus positif. C'est-à-dire, on a travaillé sur la Birmanie avec justement une organisation internationale qui est l'ONU, hein, l'UNODC, qui est la branche de lutte contre la drogue et la criminalité, sur un programme d'arracher 1000 hectares de pieds de pavot et de replanter 1000 hectares de café. Donc c'est un programme qui avait démarré il y a 7-8 ans et nous l'avons continué il y a 3 ans avec l'ONU, justement sur la partie certification, donc faire obtenir les certifications Fairtrade, biologiques, c'est-à-dire monter tous les programmes, développer la qualité, les systèmes d'exportation et acheter, garantir un prix, toujours pareil. Même si les coopératives n'étaient pas certifiées, comme on rentre dans un programme pluriannuel, on paye le prix du commerce équitable et de l'agriculture biologique. Et en payant le prix commerce équitable, vous convainquez des paysans d'arrêter le pavot? On pensait quand même que la drogue, ça rapportait beaucoup plus. Dans les montagnes du Shan, puisque on est en territoire Shan, dans ces montagnes-là, le revenu de l'agriculteur est équivalent, quand il fait du pavot, que quand il est payé avec du café certifié bio et équitable, et que l'on paye le prix, c'est un revenu équivalent. Et ce que m'ont dit les producteurs, que j'ai été voir de nombreuses reprises, c'est que non seulement ça leur assure un revenu qui n'est pas celui du pavot, mais d'autre part, le pavot, c'est quelque chose qui pollue l'environnement. Donc on travaille sur brûlis, ils travaillent avec des engrais, des pesticides 2 fois par an. Ils lessivent les sols et beaucoup de développement de cancer dans ces villages. Donc ce sont des actions qui ont été menées et sur lesquelles on nous remercie pour le prix. Mais ce n'est pas tellement le prix, on nous remercie aussi parce qu'on leur permet un niveau de vie différent, parce qu'il n'y a plus ces engrais, ces pesticides. Et on a créé pour eux d'ailleurs donc un produit qui est spécial, que l'on travaille jusqu'au village, puisque vous avez un QR code sur la boîte. Vous avez une DLEO, quand vous mettez votre appareil photo sur le QR code, vous rentrez dans la plantation et vous savez quel village, quel paysan
a produit cette boîte de café. C'est-à-dire de redonner au produit la dignité des personnes qui les cultivent, parce que je vous assure que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire de voir ces paysans que j'ai fait venir à Paris, tu t'en souviens, Blaise, à l'Assemblée nationale d'ailleurs, et les institutions nous ont aidés. On a fait venir la première femme qui a planté des pieds de café à la place des pieds de pavot. Elle n'était jamais sortie de son village, elle n'était jamais allée à la capitale, et on l'a amenée à Paris dans les salons d'honneur de l'Assemblée nationale. Et je peux vous dire que la façon dont elle défendait son nouveau mode de vie et sa transformation grâce au prix, c'était de dire ça vaut tous les exemples possibles. Et le revenu, c'est vraiment l'élément capital d'avoir une vision de l'avenir pour l'ensemble de ces petits producteurs. Merci beaucoup. Et c'est une vision très originale de la guerre à la drogue, très loin des clichés hollywoodiens et sans doute plus efficace. Et ça fait le lien, en fait, ce co-bénéfice d'une sécurité économique, d'un revenu vital en direction de la substitution du pavot. Je me tourne vers Guillaume Lécuyer. Ça fait le lien avec la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'au CIRAD, vous, en tant que chercheur, vous documentez aussi le fait que de garantir ce revenu aux centaines de millions, je crois qu'on parle de centaines de millions de petits paysans dans le monde, ça a aussi des co-bénéfices pour le climat et leur environnement immédiat, la forêt, les steppes, les écosystèmes. Merci Blaise pour la question, bonjour à tous. Juste un mot sur le CIRAD, c'est pour ceux qui ne connaissent pas un centre de recherche spécialisé plutôt sur les cultures tropicales. Donc on a beaucoup de collègues qui sont basés dans ces pays du Sud en appui aux petits producteurs, aux filières, etc., qui nous permet d'aborder ce genre de questions. Alors moi je suis économiste à la base, économiste de l'environnement, et je pense que si on fait référence, avant d'arriver sur les problèmes environnementaux, si on fait référence à un prix décent, un prix vital, c'est parce qu'il y a un vrai problème économique à la base. On voit bien qu'aujourd'hui, la production de beaucoup de comités agricoles, et notamment du café ou du cacao, que je connais un peu davantage, se fait en n'intégrant pas tous les coûts, mais même les coûts économiques de la production de ces commodités agricoles. Je pense par exemple à la main-d'œuvre familiale, qui est très largement sollicitée dans beaucoup de ces cultures, et cette main-d'œuvre familiale n'est pas rémunérée, et donc elle n'est pas prise en compte quelque part dans le prix que va proposer le producteur quand il vend son cacao. Donc intégrer, avoir un meilleur prix permettrait de mieux prendre en compte ce genre de coûts qui aujourd'hui ne sont pas pris en compte quand le cacao est vendu. Donc il y a un problème économique à la base. Ce problème économique, on le voit bien, et le CIRAD travaille notamment là-dessus. Quand on regarde la répartition du revenu ou la répartition de la valeur ajoutée le long de la filière cacao entre la tablette que vous achetez au coin de la rue et ce que gagne le petit producteur, on sait bien qu'on est à 5, 6, 7% du prix total. Donc ça pose un vrai problème de rémunération qui est manifestement inférieur à ce qui devrait être d'un strict point de vue économique. J'arrive sur ta question, Blaise. Donc, dans une tablette à 1 €, le producteur de cacao touche 5 ou 7 centimes. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est moins que sur pas mal d'autres commodités agricoles, on va dire. Nettement moins. Par ailleurs, on parle de coûts économiques qui ne sont pas reflétés dans le prix au producteur, mais il y a également tout ce qu'on appelle les externalités environnementales, alors négatives, notamment quand on va produire du cacao, de l'huile de palme, de l'EVA, du bois. On va avoir un impact sur l'environnement qui, là encore, n'est pas pris en compte, n'est pas monétarisé, évalué monétairement et intégré dans le coût de production et intégré finalement dans le prix qui est proposé au producteur. Et donc ça, c'est un vrai souci. Voilà, qui aujourd'hui peu pris en compte, sauf quand on s'adresse ou on recourt à des standards de type Fairtrade, de type Red Forest Alliance, etc., qui commencent à intégrer ce genre de considérations environnementales dans leurs standards, et qui donc vont l'imposer quelque part aux producteurs. Et bien sûr, pour convaincre les producteurs d'aller vers ça, il faut une incitation, et une incitation qui est avant tout économique. On a à faire face à des centaines de millions de petits producteurs qui sont dans leur très grande majorité pauvres, voire très pauvres, et la meilleure façon de les convaincre d'aller vers une meilleure prise en compte des considérations environnementales qui, clairement, ne sont pas leur souci quotidien. Quand vous discutez avec un cacaoculteur ghanéen, ce qui l'intéresse avant tout, c'est d'envoyer ses enfants à l'école, de soigner sa rage de dents, de pouvoir aller vendre ses produits, et non pas de lutter contre le changement climatique ou les changements globaux, de manière générale. Enfin, voilà. Et donc, si vous n'avez pas une incitation économique, un petit producteur ne va pas se convertir en producteur vert du jour au lendemain, juste pour faire plaisir aux consommateurs suisses, français ou américains qui veulent acheter du cacao vert, du cacao équitable. Donc, il faut une incitation économique pour ça.
Mais par ailleurs, ce qu'on oublie souvent, surtout quand on a ces débats en France ou en Europe ou aux États-Unis, dans les pays OCDE, c'est qu'aujourd'hui, une bonne partie de la consommation de ces productions agricoles sont faites par les consommateurs du Sud. Quand vous êtes au Brésil, les principaux déforestants de la forêt amazonienne, ce sont les Brésiliens qui vont consommer du bœuf, etc. Et ça veut dire qu'à l'échelle internationale, il y a aussi un vrai combat pour que cette sensibilité au commerce équitable, aux produits certifiés, elle se développe davantage dans les produits sud, produits sud et émergents, qui sont aujourd'hui les principaux consommateurs de ces produits-là. Donc même si en Europe, aux États-Unis, on devient extrêmement vertueux, on aura perdu le combat si cette sensibilité à la déforestation, tous ces coûts environnementaux, est cantonnée aux pays européens, aux pays de l'OCDE. Oui, mais la sensibilité, certes, mais vous dites que si le revenu est là, il y a une incitation. Parce que la question, elle est là. Est-ce que le modèle économique peut survivre effectivement à la bonne volonté? Si je gagne mieux en équitable, en bio, en certifié, je ne suis pas incité, je suis moins incité à déforester, à polluer potentiellement. Absolument. Et je retombe sur ta première remarque en disant que même en France, on n'a que 5% des produits qui sont achetés avec de la certification, je pense, Fairtrade, tu mentionnais. Bio, toutes les certifications qui protègent un petit peu. Ça veut dire que sur ces produits-là, c'est malheureusement la demande qui fait l'offre. Aujourd'hui, sur le cacao et sur tout un tas de produits, on a beaucoup plus de produits qui sont produits en respectant des labels, qui sont vendus avec ces labels-là. C'est-à-dire qu'on a une forme de surproduction de produits certifiés Fairtrade ou Rainforest Alliance ou les autres, parce qu'il n'y a pas encore assez de demande en France et a fortiori dans les pays du Sud où cette demande est aujourd'hui quasiment inexistante, sauf qui commence à émerger dans un certain nombre de pays asiatiques ou mexicains, enfin les pays en transition. Et le combat, il doit être là aussi. Si on n'arrive pas à convaincre les, 2 milliards, 3 milliards et demi de consommateurs asiatiques d'être un peu plus sensibles à ça, demain, les pays africains, etc., le combat est perdu d'avance si on reste européocentré ou OCDE-centré, je dirais. Merci beaucoup. Et ça fait le lien avec le deuxième temps de cette table ronde. On a là un cas d'école, on a là un modèle qui fonctionne, qui touche malheureusement que quelques pourcents du marché, qui incite à protéger l'environnement accessoirement. Peut-il se généraliser ? Et finalement, je vais me tourner vers nos deux invités qui représentent les pouvoirs publics. Marie-Pierre Védrenne, vous êtes députée européenne, vous êtes vice-présidente de la Commission du commerce international. Et une des questions qui se pose maintenant à nous, c'est pour généraliser un modèle plutôt vertueux, a-t-on besoin de lois, a-t-on besoin de règlements, a-t-on besoin de traités internationaux ou a-t-on plutôt besoin d'incitations de type économique? Comme disait Guillaume Lécuyer, faut-il proposer plus de produits dans les étalages? Les gens les prendront par le libre jeu du marché. Ça pose la grande question, est-ce que demain les pouvoirs publics, les instances internationales vont passer des textes pour faire respecter l'article 23 et l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire que je suis une multinationale, je fabrique une barre chocolatée ou je fabrique un café, je suis responsable de délivrer ce revenu vital à celui qui a planté le caféier ou le cacaoyer. C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, cet article de la Déclaration n'est pas du tout effectif dans les chaînes de valeur mondiales. On n'est pas tenu de respecter un salaire décent quand on achète nous-mêmes, nous tous ici dans cette salle, un t-shirt à 3 €, on sait bien. Pour vous donner juste un chiffre, aujourd'hui, une ouvrière du textile en Inde, elle gagne 120 € par mois. Les experts avec qui nous travaillons ont calculé que le revenu vital pour elle et sa famille, c'est 350. On est loin du SMIC français, soit dit en passant. Mais comment passe-t-on de 120 € le salaire effectif de misère qu'on lui donne pour ce t-shirt de fast fashion à 350, 2 ou 3 fois plus? A-t-on besoin de la législation? Donc, Madame Védrenne, nous savons que la France a été pionnière, peut-être vous allez nous en dire un mot, pour une loi demandant aux multinationales d'avoir ce qu'on appelle un regard de vigilance, un devoir de vigilance de là où elles achètent et à qui elles achètent. Et on parle beaucoup aujourd'hui, notamment à la suite d'une demande de parlementaires français, je crois que vous allez nous en dire un mot, de passer une loi du même genre au plan européen. Qu'en est-il ? Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Merci, cher Blaise. Bonjour à tous et à toutes. Très heureuse d'être avec vous et merci pour cette sollicitation et effectivement donner la perspective des pouvoirs publics et la perspective européenne. Et je suis très heureuse d'être avec ma collègue parce que je pense que souvent, justement, le lien national-européen dans certains événements n'est pas toujours fait. Et vous le faites, les exemples terrain, les chercheurs et tout, et ça je crois que c'est capital, c'est ce qui nous permettra vraiment de répondre à tous ces enjeux. Revenir un petit peu sur le contexte et pour répondre véritablement à votre question. Justement, je voulais partir de l'exemple du textile, parce que c'est un exemple flagrant
aussi, rappelez-vous, le drame du Rana Plaza, et on en a parlé au Parlement européen pour ce triste anniversaire, pour dire justement qu'on le voit bien, ça fait quand même 9 ans, et il y a toute une démarche volontaire qui a été mise en place, mais on voit l'insuffisance des démarches volontaires. Et comme ça me permet de dire qu'effectivement, la France, comme vous l'avez souligné, a été pionnière, parce qu'on le voit bien. Il faut aller plus loin et il faut une réglementation. Et donc, la France a lancé les choses et au Parlement européen, nous nous saisissons de ce devoir de vigilance. Nous avons fait ce qu'on appelle un rapport d'initiative et la Commission européenne, plus spécifiquement le commissaire Reynders, va faire une proposition, donc due diligence, le devoir de vigilance, parce qu'on le sait bien, et ça a bien été démontré au travers des exemples et de votre remarque sur la sensibilité que nous devons faire, on est dans un marché commun. Et si on agit seulement à l'échelle de la France, l'impact est clairement insuffisant avec la libre circulation des produits. Donc, il nous faut agir à l'intérieur du marché intérieur. Mais globalement, c'est bien évidemment, on veut un devoir de vigilance pour les entreprises qui sont sur le marché européen, mais pour celles qui rentrent à l'intérieur du marché européen. Excusez-moi, la Commission a dit oui, du coup, a préparé un texte, ou est-ce qu'on est encore dans une demande venant des élus du peuple ? La Commission va nous faire une présentation du texte en octobre. Donc on va avoir une présentation. Maintenant, on va dire, pour la Commission, que vous aurez à discuter et à voter ensuite. Exactement, parce qu'en fait, nous allons ensuite avoir le travail de co-législateur, à la fois les États membres et à la fois le Parlement européen. Côté Parlement européen, nous, notre position, elle est très claire dans le rapport d'initiative. Je vais revenir un petit peu sur comment aussi le contexte et la crise du Covid a accéléré aussi le fait que l'agenda, ça soit en octobre, parce que ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps. Et le contexte global, l'urgence de la situation que vous avez aussi tous les deux dressée, fait que véritablement, on va avoir cette proposition tout de suite, alors que ça aurait pu avoir plus lieu. Puis, vous le savez, il y a aussi la présidence française du Conseil de l'Union européenne, et pour le président de la République, pour notre délégation, ce sujet est une des priorités que nous avons identifiées, parce que dans votre introduction, vous parliez de mondialisation d'aujourd'hui. Et justement, l'enjeu pour nous aussi, c'est justement de refaçonner véritablement la mondialisation, donc le devoir de vigilance est une priorité. Qu'est-ce que dit le Parlement européen ? C'est que déjà, nos accords commerciaux, qui peuvent être un levier, ne le sont pas suffisamment aussi pour faire en sorte que les obligations, notamment de l'OIT, soient pleinement respectées, pour qu'il y ait un revenu juste, pour que les produits aussi qui rentrent, parce que c'est une demande très forte des consommateurs, respectent toutes nos normes et tous nos standards. Donc, il faut passer pour le devoir de vigilance. Donc, le traité entre l'Union européenne et le Mercosur, donc Amérique latine, n'est pas passé encore, notamment à l'opposition de la France, hein, c'est ça ? Pas du tout. On s'est beaucoup battu, la délégation, et on a fait adopter un amendement dans un rapport sur l'avenir de la politique commerciale qui dit que nous ne voulons pas, on a repris la position française en fait du Mercosur en l'état, parce que justement il contribue à augmenter la déforestation, il ne répond pas à nos objectifs. Donc cet amendement est maintenant la position majoritaire du Parlement européen. Donc ça a été une victoire pour nous, parce que vous le savez, il y a quand même beaucoup de pression, notamment de certains États, pour avoir cet accord avec le Mercosur. Il y a également sur d'autres accords, parce qu'on se focalise sur le Mercosur, mais il y a d'autres enjeux, bien évidemment avec la Chine aussi, parce que quand on parle des droits de l'homme, on pense aussi spécifiquement à la situation des Ouïghours. Donc là aussi, le Parlement européen est très clair. Le commerce est un outil et n'est pas une fin en soi. Et les accords de commerciaux doivent être un levier pour atteindre des objectifs et pour refaçonner la mondialisation, et non l'inverse. Donc ça, c'est une position qui est de plus en plus prégnante. Et puis, un des éléments, et qu'on retrouve dans le devoir de vigilance, et qu'on a qui est une position montante au Parlement européen sur nos accords de commerce, c'est les sanctions. Parce que c'est bien d'avoir des règles, mais quand vous n'avez pas en quelque sorte de moyens de pression pour que les partenaires respectent pleinement les règles, au final il en va aussi de la crédibilité de l'Union européenne, des moyens pour que tout le monde respecte ces règles. Donc ça, c'est un élément fondamental qu'on retrouve dans la position du Parlement européen. Donc ce que vous nous dites, la discussion est ouverte, c'est déjà une victoire, et c'est vrai que nous comme ONG on peut que s'en féliciter, mais on imagine bien que quand on parle de devoir de vigilance sur les droits humains, que mettons dans le paquet droits humains? On imagine bien sûr le droit à l'intégrité physique, à la sécurité, la liberté d'expression dans l'entreprise probablement, le droit syndical. Mais comme je le disais en introduction, ce qui est un peu plus délicat, c'est ces fameux articles un peu plus bas dans la déclaration, qui sont des droits
moins solide aujourd'hui. Le droit à un revenu durable ou un revenu équitable, lui, aura sans doute du mal à passer, on l'imagine bien, dans la négociation. Pour autant, si ce texte parvenait à sortir, ce serait... Peut-être reprenez la parole juste après, mais je voudrais qu'on entende aussi votre consoeur, la députée Martine Le Guy-Ballois, députée du Parlement français, elle, qui s'est beaucoup penchée sur les récentes lois agricoles en France. Et d'abord, un rapport d'étonnement de ma part. On a donc aussi des problèmes de revenu vital en France. Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cet enjeu proprement français d'assurer à ceux qui n'ont pas le SMIC, qui ne sont pas des salariés, mais qui sont des producteurs agricoles indépendants, de leur assurer un revenu vital tel que nous, on l'imagine dans le Sud depuis 3 décennies, mais qu'on voit arriver en France aussi? Oui, je vous remercie beaucoup de votre accueil. Nous avons beaucoup l'habitude de travailler ensemble avec Marie-Pierre, puisque ce que vous défendez aujourd'hui, nous essayons de le défendre. Elle a dit que nous avons fait passer des amendements, nous avons beaucoup travaillé à l'Assemblée nationale avec les députés européens sur les filières sensibles, sur tout ce qui pouvait être très important dans tous ces accords commerciaux et qui était pour nous une ligne rouge à ne pas franchir. Je me permettrai en premier lieu de dire, vous m'avez présenté comme une députée qui appartient à la Commission des affaires étrangères, c'est vrai, mais le principe du Parlement français nous permet d'être très actifs sur les sujets qui nous tiennent le plus à cœur, puisque le fait de participer à la Commission des affaires européennes m'a permis de faire passer, alors quand Marie-Pierre part du devoir de vigilance et quand elle dit que la France a été précurseur, là nous voulons encore précurseur, puisque dans la loi sur la programmation de lutte contre les inégalités mondiales, c'est juste pour vous le mentionner, nous avons fait passer des amendements qui prévoient que la France s'engage à promouvoir et accompagner la conclusion de partenariats entre des entreprises privées françaises et des filières de production agricole des pays partenaires lorsque ceux-ci s'inscrivent dans des objectifs de développement de durabilité économique et environnementale, sachant que nous avons copié pour ça les actions du CIRAD et du FIDA, et que c'était bien mentionné en se disant que c'était formidable ce que vous faisiez et qu'il fallait le faire. Alors, comme vous l'avez dit, c'est un peu prétentieux, puisque pour l'instant, on n'arrive même pas chez nous à avoir une juste rémunération des agriculteurs. Vous me posiez la question de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Alors, il faut remonter quand même. Il faut remonter en 2017. En 2017, il y a eu les États généraux de l'alimentation. C'était notre première grande loi. Je vous assure qu'on y croyait tous. On y croyait d'autant plus que s'il y a eu un espèce d'enthousiasme général des filières, à tel point qu'il y a eu des chartes d'engagement. C'était formidable. On avait l'impression qu'il y avait à avoir un respect des co-contractants, des valeurs morales. Tout le monde allait partager la valeur, parce qu'il faut savoir 2 choses. Egalim, c'était pour la répartition de la valeur et pour une alimentation saine, durable et accessible à tous. Alors, en ce qui concerne le deuxième objectif, moi, je dirais qu'on fait tout ce qu'on peut aujourd'hui, sachant que les demandes sont exponentielles. En France, je pense qu'un chercheur ne me contredira pas, nous n'avons plus de toxi-infection alimentaire, ou très peu, vraiment très peu. On est dans un pays sûr. C'est même d'ailleurs assez étonnant, parce que des fois les gens, nos concitoyens, partent en vacances en emmenant certains antibiotiques pour ce qu'ils vont manger, ils acceptent le risque, mais quand ils reviennent chez nous, ils ne l'acceptent plus. Il faut risque zéro. Franchement, honnêtement, en France, il y a des choses critiquables. Mais il y a vraiment de très très belles avancées qui ont été faites. Et franchement, je pense que la filière agricole est une de celles où de plus d'efforts ont été faits. En ce moment où on parle énormément des insuffisances de la France en matière d'écologie, c'est vrai, on ne peut pas le nier, mais si on regarde ce qui a été fait du côté agricole, il ne faut pas seulement se dire tout ce qui reste encore à faire, il faut se dire d'où on vient. D'où on vient et ce qu'on leur demande. Là, en l'occurrence, on peut se donner un petit satisfecit, on peut faire un petit cocorico quand même. Après, par contre, en ce qui concerne, il y a encore du chemin, hein, on l'admet. Hein. En ce qui concerne la création et la répartition de la valeur, alors là, par contre, si on avait pu mettre dans la loi, je vous l'ai dit tout à l'heure, valeur morale, respect du co-contractant, je ne sais pas si ça n'aurait pas mieux marché, parce qu'en l'occurrence, on a mis en place, on a réfléchi pour inverser la marge de construction du prix, on a fait ce que Pisani disait de faire dans les années 1960, on a inversé la construction, on a dit le prix doit être fait comme n'importe quel artisan, comme n'importe quel producteur, par un devis accepté, c'est la personne qui est le premier qui doit faire son prix. Et après, derrière, il doit suivre le prix. On y croyait. Je vous l'ai dit, il y avait même des chartes qui ont été signées, et ça paraissait formidable. On s'est très vite rendu compte que les juristes de certaines entreprises nous avaient devancés, ils savaient déjà, avant la fin de la loi, comment contourner les indicateurs.
Donc c'était une évidence, on s'en est rendu compte très vite. Alors c'est très curieux parce que si vous voulez, on passe par des paradoxes en la matière. On a à l'heure actuelle une population, surtout pendant le Covid, qui pense que les agriculteurs, c'est absolument formidable, ils sont plébiscités. Et puis en même temps, ils sont les grands oubliés de l'histoire en matière de rémunération et ils sont la variable d'ajustement des négociations commerciales. C'est les saisines du médiateur en matière agricole et les appels à contrôle de la DGCCRF que nous-mêmes, députés, avons beaucoup relayés, on a beaucoup été derrière les producteurs pour essayer de faire quelque chose, sont multipliés. Sont multipliés au point que quand on parle de la loi, de la proposition de loi de Grégory Besson-Moreau, elle est arrivée, il avait fait une enquête sur les pratiques commerciales de la grande distribution, avec Thierry Benoît qui était président, et dans laquelle j'intervenais également. Et en début d'année, Grégory a voulu faire une PPL, une proposition de loi. Pour être un petit peu pédagogique, ces projets de loi, c'est le gouvernement qui propose, proposition de loi, c'est un député. Donc il a fait une proposition pour essayer d'endiguer les mauvaises pratiques commerciales. Mais juste à ce moment-là, on se rendait compte que les agriculteurs, c'était début 2021, après le Covid, mais c'était pire que jamais. C'est pire que jamais, que ce soit dans le lait 3 ans après Egalim, alors que les contrats étaient obligatoires, ils n'avaient pas de contrat cadre. Ils étaient payés à des prix mais inimaginables, on y reviendra tout à l'heure, au point qu'on ne sait même plus ce que c'est que le prix abusivement bas. Et c'était pareil dans le secteur bovin. Donc il fallait faire quelque chose. Donc on s'y est mis. On s'y est mis avec le ministère, on s'y est mis vraiment, c'est pas pour vous dire qu'on n'y est pas le reste du temps, puisqu'on est toujours avec eux, mais on ne savait pas quoi faire. Et on s'est dit, ça y est, là on a le véhicule. On a le véhicule législatif, on a réussi, ça n'a pas été compliqué parce que Julien de Normandie connaît parfaitement toutes les filières, connaît parfaitement le terrain. Donc là, en l'occurrence, on s'est tous mis autour de la table, même avec les filières, en se disant, bon, bah, qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il ne faut pas non plus oublier quelque chose, l'État n'a pas tous les pouvoirs. Hein. On a des limites, on a les limites du droit européen, on a des limites dans tous les sens. Vous nous confirmez qu'on ne peut pas fixer un prix arbitrairement, ou même pas arbitrairement, mais de la part de l'État, sinon le droit de la concurrence européen est violé, on est bien d'accord? Bien sûr, mais vous avez totalement énoncé la réalité des choses. C'est vrai. Donc quelle piste avez-vous réussi à détourer? Alors, on parle là du projet de loi Egalim 2, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est-à-dire essayer d'aller dans le sens d'une meilleure garantie pour les producteurs. Egalim 1 ayant beaucoup apporté, vous le dites, sur l'aspect plus alimentation sûre et plus durable, et un peu moins sur le partage de la valeur. Hein. C'est exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. Alors, ce qu'on a essayé de trouver, alors je vais donner une petite précision qui me tient énormément à cœur parce que c'est quelque chose qui ne se dit jamais. C'est qu'en fait, on a travaillé tout banc confondu. Quand on dit tout banc confondu, ça veut dire tout parti confondu. Et cette nouvelle loi, à l'Assemblée nationale, a été adoptée à l'unanimité. C'est-à-dire que tout le monde veut faire quelque chose, tout le monde. Mais je vous dis, on est quand même un peu contraint. Alors déjà, pour commencer, bien évidemment, vous l'avez dit, que ce soit dans n'importe quel pays, pour les agriculteurs, il faut sécuriser. Sécuriser, ça veut dire des contrats qui soient pluriannuels pour qu'ils sachent où ils vont. Parce que pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et je vous le disais, dans certains secteurs, on n'a même pas les contrats obligatoires. Alors c'est pour vous dire que quand c'est pas obligatoire, vous voyez un peu ce qui peut arriver. Et puis, on veut aussi une révision automatique des prix. On a demandé aussi une révision automatique des prix. Révision automatique des prix, en ce moment, vous savez certainement qu'il y a une flambée de toutes les matières premières. Il faut absolument que ce soit indexé. Après, une transparence du coût d'achat de la matière première agricole dans les conditions générales de vente. C'est-à-dire que là, désormais, on veut que les agriculteurs soient rémunérés correctement, mais pour qu'ils soient rémunérés correctement, il faut absolument que tout se reporte d'acteur en acteur de la chaîne. Donc, pour que ça se reporte véritablement, il faut une transparence. Après, ce qu'on a fait aussi, c'est que le médiateur, on s'est bien rendu compte que c'était indispensable, mais il faut quelqu'un derrière qui aille plus loin. Et là, en l'occurrence, on sait que les agriculteurs ont peur d'aller devant les juges. C'est vrai, parce qu'étant avocat de formation, on sait très bien que le jour J, on peut obtenir une bonne décision. Mais malheureusement, derrière, si vous voulez, il faut aussi que le commerce continue. Donc il ne faut pas braquer le co-contracteur. Mais Madame la députée, juste une question
pourquoi, qu'est-ce qui vous empêche d'aller un pas plus loin et de dire nous pourrions définir un prix indicatif? Parce que là, on voit que vous entourez le prix d'un certain nombre de mécanismes destinés à le rendre plus équitable, mais est-ce que l'État, les pouvoirs publics, l'Observatoire des prix et des marges, qui a été très actif en Egalim 1, etc., est-ce que les Français n'auraient pas droit à ce que l'État leur dise écoutez, nous, les experts, les chercheurs, agents publics, nous considérons qu'une tonne de blé dans le Gers devrait être achetée au prix indicatif ou dans une fourchette, ce qui donnerait non pas une obligation illégale au regard des traités européens, mais une indication, et l'agriculteur pourrait dire à son acheteur, écoutez, regardez l'Observatoire des prix justes, sous égide du ministère des Finances français ou du ministère du Commerce équitable français, que vous allez créer, j'espère, très bientôt, me dit que je dois toucher tant pour ma denrée. Alors là, c'est strictement impossible. D'abord, on est dans des économies libérales. En plus, on est entouré, je vous l'ai dit, par le droit communautaire, ce qui est tout à fait normal. Et puis, de toute manière, si vous voulez, on peut absolument pas fixer des prix. Dès qu'on fixe des prix, et même quand bien même l'État ne le ferait pas et que vous décidiez, différentes entreprises, différentes PME de le faire, on tombe dans l'entente. C'est strictement interdit. Et si vous voulez, en plus, il faudrait quand même, on va pas aller loin dans le droit là, mais si vous voulez très honnêtement, je pense que ce serait largement plus dangereux que bénéfique. C'est quelque chose qui... Comment ? Du coup, nous, on comprend ONG, société civile, qu'il faut qu'on continue. C'est-à-dire que nous, on a sans doute le droit de faire des choses que vous ne pouvez pas faire comme pouvoir public. Vous n'aurez pas le droit de les faire. Et que donc des ONG, des collectifs, des militants des droits peuvent dire, écoutez, nous avons fait travailler des experts. Et on voit de plus en plus de produits citoyens arriver aussi dans les étalages. Puisque vous, législateurs, vous ne pouvez pas, nous, mouvement citoyen, les produits arrivent. Alors, je pense qu'on aura occasion d'en parler tout à l'heure. Bon, je vous l'ai dit, moi, je suis beaucoup les agriculteurs. On travaille beaucoup avec les filières. On a trouvé des choses qui vont un peu dans le même sens que vous, mais ce ne sont que des choses informelles. C'est une forme d'organisation qui permet effectivement d'aller chercher des prix. Mais on ne peut pas, nous, législateurs, faire quoi que ce soit pour ça. Non, mais compris. Je pense que pourquoi pas un partage des rôles dans une société moderne. Je reviens vers vous ne pourrez pas le faire non plus. Hein. Pardon ? Vous ne pourrez pas le faire non plus. Ça ira jusqu'à une certaine limite. Hein. Oui. Ni les ONG, ni qui que ce soit ne pourront établir des prix à l'avance, fixés. C'est impossible. Non, mais indicatif, une initiative de consommateurs bien connue a quand même réussi à mettre des prix indicatifs sur un certain nombre de millions de litres de lait ces dernières années. Attention, nous avons créé des indicateurs. C'est-à-dire on a été jusqu'à la limite de tout ce qu'on pouvait faire. Et le prix se construit depuis 2018, depuis la première loi Egalim, avec des indicateurs. D'accord. Des indicateurs, si vous voulez, mais même ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait moyen de détourner les indicateurs. Mais là, on a été à la limite de ce qu'on pouvait faire. Maintenant, on demande à ce qu'ils soient publiés, c'est des références et tout, donc de toute façon, normalement, on ne peut pas... Je vous dirai tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé de juste rémunération. J'aurais beaucoup aimé dans la loi Egalim 2, pour l'instant ça m'a été refusé, mais je pense que mes collègues au Sénat vont le faire, je voudrais que soit inscrit dans la loi la juste rémunération. Pour la bonne et simple raison qu'il ne faut pas non plus oublier, du café c'est peut-être pas tout à fait pareil, je ne m'y connais pas assez, monsieur, je vous prie de m'excuser, mais les productions françaises, que vous preniez beaucoup de, par exemple les légumes, on est dans des denrées périssables. Donc, si vous voulez, des fois, il faut dégager. On dégage, et même le lait. Des fois, le lait, il faut dégager. Donc, résultat des courses, on vend à des prix tellement bas que où est la référence du prix abusivement bas? C'est pour ça que je voudrais qu'il y ait dans la loi juste rémunération des agriculteurs. C'était ce qu'on voulait faire au départ. J'espère qu'au Sénat, mes collègues se battront pour que ça passe et je continuerai, moi, à l'Assemblée nationale pour que cette référence soit mise dans la loi. Écoutez, merci de le faire. On a essayé, nous aussi, Famille du commerce équitable, de pousser la mention de nos filières, qui sont des filières assez importantes aujourd'hui, pour qu'elles soient mentionnées dans la loi Egalim 2. Le ministre, à date, nous a dit que l'esprit était là, qu'il ne souhaitait pas mentionner en toutes lettres les filières équitables comme un exemple possible, mais on sait que juste à côté de la loi, il y a les initiatives volontaires. Je reviens vers vous, Marie-Pierre Vedrenne. Est-ce qu'au niveau de l'UE, de l'Union, ce débat, juste rémunération des agriculteurs ou au-delà même de l'agriculture, fixation d'une sorte de socle, est actif et a quelques chances d'aboutir ?
Juste si vous me permettez, pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, je rejoins totalement ce qu'a dit Martine. Effectivement, on voit bien, on est dans les limites de la réforme des économies libérales, des changements de dogme aussi qu'on doit faire au sein des institutions européennes. Et c'est ce qu'on essaye de porter justement, et la voix du Parlement européen, appuyée par les ONG et Capital. Parce que si on ne réforme pas à la fois notre politique commerciale et à la fois notre politique de concurrence, on arrive justement à toutes les limites auxquelles on peut arriver, ce qu'on évoquait tout à l'heure. On peut pousser au maximum, mais malheureusement, il y a toujours des contournements qui sont faits. Et effectivement, du coup, pour faire le lien, on n'arrive pas, que ce soit pour les agriculteurs ou pour des autres filières, à avoir une juste rémunération qui même ça va au-delà, c'est pour pouvoir assurer véritablement une vie décente. À la fois à l'intérieur en France, à la fois au sein de l'Union européenne et puis plus globalement. Donc on a eu bien évidemment ce débat de la juste rémunération pour les agriculteurs au moment des négociations sur la politique agricole commune. Il y a des choses qui ont été portées, qui ont été poussées, notamment pour l'installation aussi et le renouvellement des agriculteurs. Ça a été un point fondamental qu'on a voulu pousser. Et puis plus globalement, on a une proposition de directive qui a été faite par justement la Commission européenne pour avoir un salaire minimum. Alors un salaire minimum, là aussi, il faut bien s'entendre sur les mots qu'on emploie, qui soit véritablement fixé, parce qu'on le sait bien, la compétence emploi est une compétence propre à chaque État membre. Le fameux SMIC européen, c'est ça? Alors, se heurte au fait que le SMIC doit être fixé par les États et par... En fait, il n'y aura pas un salaire minimum qui sera le même à l'échelle de l'Union européenne, ça c'est pas possible, c'est complètement illusoire, mais qui sera véritablement propre à chaque État. Mais on le voit bien, tant qu'on n'a pas de salaire minimum dans l'ensemble de chacun des États, on a certains États qui surfent sur ces faiblesses et qui augmentent les conditions de concurrence déloyale, qui augmentent le dumping social et fiscal, parce qu'en fait, ils ont construit toute leur économie sur le modèle du dumping. Donc, il y a cette proposition de directive, on est déjà en train d'en débattre parce qu'elle est vraiment sur la table, et puis on va partir ensuite donc en fameux trilogue, en négociation entre toutes les institutions, pour aboutir, là aussi notre objectif est d'aboutir sous présidence française l'année prochaine, parce que c'est un élément fondamental. Alors c'est pas gagné, mais en tout cas on pousse, au Parlement européen on arrive à des positions qui sont quand même intéressantes, et puis il faudra le lier aussi à d'autres enjeux et d'autres débats, parce que quand on parle salaire minimum, on vise certaines catégories, on va dire, de travailleurs. Mais quand vous parlez des travailleurs des plateformes, c'est aussi un autre enjeu. Donc le Parlement européen vient d'adopter sa position pour les travailleurs des plateformes, parce que quelles relations de travail ils ont également. Et là aussi, il y a un enjeu de vie décente qui se pose. Donc il y a plusieurs leviers législatifs sur lesquels on doit absolument travailler pour avancer et répondre à cet objectif. C'est assez rude de se dire que même dans l'Union européenne si riche et si développée, les problématiques de l'équité et de faire garantir un revenu se posent. Je vous demande aux intervenants de ralentir un petit peu, parce que je crois que nos confrères traducteurs et traductrices ont du mal à retranscrire nos propos. Dernière partie de cette table ronde, et peut-être aussi en réaction à ce qui vient d'être dit, qui est passionnant, qui ouvre des champs de réflexion très importants, et la salle va avoir la parole dans quelques minutes. Du coup, vous avez commencé à l'aborder. Quelle implémentation, quelle possibilité va-t-on y arriver? Peut-on déployer demain de ce revenu décent un peu partout dans l'économie? À vous entendre, à nous entendre, c'est plutôt le pessimisme qui est de mise du point de vue de la réglementation, si je comprends bien, ça va pas être simple. Nous, ONG de commerce équitable, on est assez confortable avec ça, parce que ça fait 30 ans qu'on est habitué à devoir défendre un propos à côté de ce qui est légal, en disant ce qui est légal n'est pas forcément décent. Choisissez un label, une certification bio, une certification équitable, une certification qualité qui vous apportera un plus. Pour autant, à vous entendre également, mesdames, je comprends qu'il y a une complexité gigantesque, c'est-à-dire que cette aspiration à ce que chaque personne, à travers son travail, touche de quoi couvrir ses besoins vitaux, se heurte à la capacité à le calculer, c'est-à-dire à comprendre nos vies à tous, les différentes sources de nos revenus, notre productivité aussi. Si je travaille très lentement, est-ce que pour autant l'État, les ONG doivent me garantir un revenu vital couvrant tous mes besoins, etc., etc. Est-ce que, Guillaume Lescuyer, du côté du CIRAD, du côté du monde de la recherche,
Vous voulez nous dire un mot? On sait calculer ces revenus vitaux, ce qu'on devrait payer à un paysan Shan en Birmanie, ce qu'on devrait payer à un paysan burkinabé contre sa noix de karité ou sa fève de cacao? Alors, on connaît leur vie finalement et la place qu'occupe ce cacao qu'ils nous envoient dans leur revenu global? Oui, je dirais de manière générale oui, mais il ne faut pas prendre à mon avis le problème par le petit bout de la lorgnette en disant c'est juste en augmentant le prix du cacao, du karité, de l'EVA, etc. qu'on va permettre à ces foyers ruraux de augmenter significativement améliorer significativement leurs conditions de vie, parce qu'on sait bien que dans l'extrême majorité de ces petits producteurs, ils produisent plusieurs commodités, et la plupart de ces commodités, c'est même pour leur autosubsistance. Et donc, se dire on va calculer un revenu minimum vital, etc. On a des techniques pour ça, hein. Je pense à la parité des pouvoirs d'achat qui permet de regarder des conditions de vie et des conditions de marché entre les différents pays, etc. Il y a des techniques pour ça, mais réduire les conditions de vie des petits producteurs à un revenu est potentiellement problématique parce que ce revenu lié à une commodité agricole ne représente qu'une partie de leur bien-être au sens financier et encore a fortiori au sens économique. Donc voilà, alors ça n'empêche pas de vouloir combattre. Ceci dit, on ne l'a pas appelé un revenu de bonheur vital. On ne prétend pas couvrir toutes les catégories de la vie humaine. On dit dans ce prix minimum revenu vital, il faut que pour le temps passé, il y ait une rémunération suffisante. Absolument. On revient sur le problème de rémunération. Le lien social, les aménités environnementales sont décisives, bien sûr. Absolument. Mais alors là, pour le coup, on revient sur le débat de dire finalement qu'est-ce qu'un prix juste d'une commodité produite par des petits producteurs au sud, en sachant qu'un État français va avoir du mal à... C'est beaucoup plus difficile d'avoir une réglementation européenne qui ne peut pas être imposée à des États qui sont autres. Il va devoir être négocié, d'où l'importance d'accords commerciaux. Et l'Union européenne est aujourd'hui l'entité... vraiment en phare à l'échelle mondiale sur ces questions-là, le Mercosur, les accords sur la légalité du bois, la déforestation importée dont on parle beaucoup. Et on voit bien que c'est compliqué pour les États européens ou l'État français de vouloir imposer ce type de réglementation. On voit avec, il y a 2 ans, entre le président Macron et le Brésil, avec l'Indonésie et la Malaisie sur l'île de Palme, on ne peut pas arriver à une approche qui soit top-down, qu'on impose aux autres, parce qu'évidemment... Oui, mais imaginez que ça soit des deux côtés de la Méditerranée, j'ai envie de dire, qu'on tombe d'accord. Nous aspirons beaucoup, les ONG, à ce que le sommet Afrique-France d'octobre puisse donner lieu à un débat sur le cacao durable. Peut-être que M. Ouattara sera là, peut-être que le président du Ghana, à eux deux, ils représentent les 2/3 de la production de cacao. Et M. Macron nous dit, oui, les accords de branche, les implications volontaires, pourquoi pas un pacte bientôt des deux côtés qui permettrait peut-être de surmonter les obstacles qu'on n'arrive pas à surmonter. On a eu ce genre de débat sur pas mal de comités agricoles, sur le bois que je connais plus particulièrement, mais là encore on retombe sur ce que disaient les deux députés, où on ne, à cause des règles de l'OMC, parce qu'on est en économie libérale, on ne peut pas fixer de prix minimum. Par contre, effectivement, on peut avoir des négociations euro-européennes avec des États producteurs en disant on veut tel type de conditions, on veut que ce soit de la production qui ne déforeste pas, qui ne fasse pas travailler les enfants, etc. Donc on peut se référer à des normes, des standards de durabilité, Fairtrade, Rainforest et tout un tas d'autres, mais là encore on ne peut pas toucher au prix, en tout cas dans un accord commercial, on ne peut pas fixer un prix en tant que tel. Donc ça suppose effectivement des débats. Et pour finir, ce que je voulais dire, c'est que le prix est une chose des comités agricoles, mais il faut, je pense, pour augmenter le bien-être de ces producteurs, il faut avoir une approche plus globale qui est de comprendre ce que c'est le bien-être pour un petit producteur. Ça veut dire avoir un revenu qui est élevé, qui rémunère justement sa tâche, mais également améliorer ses conditions de vie. Et ça, c'est pas forcément lié à un comité agricole, ça veut dire avoir accès à des routes, à la santé, à l'éducation, etc. Ça veut dire réfléchir à une augmentation du prix au sein peut-être de territoires qui s'engagent véritablement dans un chemin de durabilité. Et on a ça de plus en plus. Hein. Alors, exemple qu'on connaît un peu tous en France, c'est les parcs naturels régionaux. On voit bien qu'il y a une vision à une petite échelle de qu'est-ce que c'est que la durabilité et comment on la met en œuvre. Et ben, il y a de plus en plus d'initiatives qui se passent dans les pays du Sud. Je pense aux municipalités vertes, par exemple au Brésil, aux districts verts en Indonésie. Il y a tout un tas d'approches territoriales, paysagères, juridictionnelles qui sont en train de se mettre en place, qui sont pour moi l'échelle pertinente pour améliorer les conditions de vie et l'augmentation des revenus grâce à de la certification privée ou publique
doit être réfléchi dans un cadre un peu plus global, un peu plus territorialisé, avec une vision du développement durable qui est bien au-delà de la simple augmentation des revenus. Voilà. Merci beaucoup, on comprend l'approche holistique. Du coup, ça fait une transition toute trouvée vers deux autres groupes d'acteurs qui peuvent favoriser cette approche intégrée. Je pense aux consommateurs, bien sûr, et aux entreprises. Et je me retourne vers nos deux intervenants à ma droite. Peut-être d'abord, Madame Le Guy-Ballois, sur les consommateurs. Est-ce que ce n'est pas le moyen de débloquer le système? Et après, je demanderai à Jean-Pierre Blanc si lui, comme chef d'entreprise, il peut intégrer une partie de ce surcoût et il l'intègre déjà dans son café équitable, évidemment. Est-ce que c'est viable d'intégrer ce petit surcoût que l'on paye aux producteurs dessus? Mais d'abord, Madame Ballois, est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Vous, comme député, vous pensez que les consommateurs y suivent? Est-ce qu'on peut débloquer ce que vous ne pouvez pas faire comme législateur? Alors, si vous permettez, j'oserais vous contredire. Vous avez dit tout à l'heure que Marie-Pierre et moi étions pessimistes. On n'est pas vraiment pessimiste. C'est pas vrai, parce qu'il y a une chose qui émerge à l'heure actuelle, c'est toutes les démarches des agriculteurs. Très franchement, c'est étonnant, c'est très étonnant. Et ils vont vite, ils vont très très vite. Ils sont volontaires pour changer, ils savent qu'il faut le faire. Bon, de toute manière, il y a des fois, ils n'ont pas le choix, parce que vu l'agribashing, ils sentent bien aussi. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier non plus d'où ils viennent, ce qu'on leur a permis pendant nombre d'années. Mais là, justement, j'y reviendrai si vous me permettez tout à l'heure. Mais quand vous me parlez des consommateurs, moi, j'avoue que j'ai une certaine colère. Oh, je peux l'avoir contre moi parce que je suis pareil. Je suis pareil que la majorité de nos concitoyens. Je suis dans la théorie de l'immédiateté. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a découvert qu'il se passait des choses, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Il faudrait que demain, tout soit arrangé. De là, à l'heure actuelle, on va être très honnête avec vous. Même aujourd'hui, on n'a pas trouvé le substitut au glyphosate. Et pourtant, ils n'en emploient presque plus. Ils ont trouvé le moyen de presque plus en employer. Ça demande des techniques. Hein. Je peux vous affirmer que ce n'est pas simple. Mais c'est vrai que si vous voulez, aujourd'hui, on veut aller très vite. J'ai entendu, voilà quelque temps, Pascal Canfin dire qu'il faut absolument des études d'impact, un contrat sociétal pour voir la faisabilité, le temps de faisabilité et éventuellement un accompagnement. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. On essaie de raisonner. Par contre, il faut que les consommateurs se raisonnent, même par exemple nos collègues à l'Assemblée nationale qui n'agissent, qui ne connaissent pas bien l'agriculture et qui ne raisonnent qu'en consommateurs. Aujourd'hui, si vous prenez les chiffres du Crédoc, on a 80% de gens qui achèteraient que des produits bio. Ben aujourd'hui, c'est un problème parce que je pense que le CIRAD ne me contredira pas, il doit connaître les chiffres, monsieur. On est à un plateau à peu près de 7%. On est à un plateau. Les produits de qualité, on n'atteint même pas 20% d'achat de produits de qualité. C'est 60% des gens qui n'achètent qu'au prix du panier, selon le pouvoir d'achat ou selon leur volonté. Alors, vous me direz, quand on veut être très dur, on va se dire, ils ont l'iPhone 12, mais ils n'achètent pas correctement à manger. Ben ouais, on voit ça. Mais c'est tous les paradoxes de la société française. On a des gens qui réclament quelque chose et quand c'est le moment de l'acheter, ils ne le font pas. Alors, j'ai l'habitude de faire des tribunes, de faire un peu des coups de gueule, excusez-moi de dire ça, mais de dire, oui, demandez des choses, mais si vous les demandez, vous vous rendez compte, essayez de vous rendre compte ce que ça implique. Et arrêtez aussi pour certains, même, excusez-moi de le dire aussi pour des ONG, d'emmener des gens dans la colère contre les agriculteurs parce que ça ne va pas assez vite, alors qu'ils font tout ce qu'ils peuvent et qu'il faut qu'ils le fassent avec leurs deniers, parce qu'il n'y a personne pour payer ce qu'on leur demande de faire. C'est vrai que je suis quelqu'un qui défend beaucoup l'agriculture, tout le monde le sait, mais je crois que si vous allez au bout de votre réflexion, vous ne pourrez pas me donner tort. Mais vous intéressez bien sur ce dont on discute là, c'est-à-dire il faut les payer à un juste prix pour tout ce qu'ils font et tout ce qui est contenu dans le produit, y compris la protection de l'environnement, du lien social, etc. Du coup, Jean-Pierre Blanc, un peu un mot de conclusion et peut-être vous pouvez préparer quelques questions dans la salle si le temps nous le permet. Vous diriez que ce fameux revenu vital qu'on veut servir à ces centaines, ces milliers de foyers qui produisent le café, que vous achetez, dans 20, 30, 40 pays dans le monde, vous avez réussi à l'intégrer au prix et cette boîte de petits producteurs se vend tout en servant un juste prix aux producteurs? Oui, je crois que on a tous raison autour de la table, même si on n'est pas d'accord ensemble sur un certain nombre de sujets. On est tous d'accord sur à la fois effectivement le revenu, le bien-être, le consommateur, etc. Moi, je ne crois pas du tout à la loi. Je suis désolé, Madame la députée.
mesdames les députés, je ne crois pas à la loi, puisque la loi, elle est faite pour être détournée. Donc, on passe beaucoup de temps à discuter pour pas grand-chose. Donc, je reviendrai à mon... non, mais je suis désolé. Mais donc, je reviens à mon discours. Non, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas de règles. Hein. Je dis qu'il ne faut pas des lois en permanence qui modifient les lois, qui modifient les lois, qui remodifient les lois et les cahiers des charges. Bien entendu. Je suis d'accord, il faut simplifier. C'est pour ça que je reviens à mon idée de base, je veux dire, qui est l'idée du commerce équitable. L'idée du commerce équitable, c'est quoi? C'est un prix minimum garanti. J'ai bien entendu que c'était un gros mot pour le système néolibéral de parler de prix minimum garanti. Non, mais bien sûr, prix minimum garanti, les coûts de production, oui. C'est pas un gros mot pour nous, on essaie de le mettre en... Non, mais pour vous, c'est pas un gros mot, mais je dis de façon générale. Non, je ne vous ai pas visé, excusez-moi. non, c'est un gros mot. Bon, ce prix minimum, il doit être inscrit et il doit permettre, comme l'a fait le premier texte sur le commerce équitable qui date, je vous rappelle quand même, de 2005, et Christian Jacob qui a fait la première loi sur le commerce équitable, sur lesquelles on parle, et à l'époque, il y avait des discussions justement sur la possibilité d'indiquer le prix minimum garanti ou pas. Donc, ce qui est important à mon avis, c'est qu'il y ait une régulation, parce qu'on fait foison aussi de labels aujourd'hui. Hein. C'est local, c'est bio, c'est machin, c'est... J'ai dit label. Sur le commerce équitable, vous avez cité quelques-uns qui ne peuvent pas certains que vous avez cités, qui ne peuvent pas se revendiquer du commerce équitable. Ils font sûrement des choses sur l'environnement, ils font sûrement un certain nombre de choses. Mais je veux dire, le commerce équitable, c'est quelque chose qui est intrinsèquement différent. C'est un prix minimum garanti, c'est une communauté qui permet de vivre autrement. Et la façon dont on aborde le prix, bien sûr, à terme, c'est le consommateur qui doit payer le prix, nous sommes tous d'accord, parce que c'est le consommateur qui doit consommer un meilleur produit et à un prix convenu et convenable. Et pour pouvoir avoir accès à ces consommateurs, nous, la voie qu'on a choisie, c'est pas de dire j'achète le double ma matière première, je la vends le double. C'est au contraire, on a travaillé sur le différentiel de masse de marge plutôt que de travailler sur un pourcentage de marge. Vous réduisez votre marge? C'est-à-dire, on réduit la marge pour augmenter les volumes pour que la masse de marge permette de faire de la croissance. C'est-à-dire, c'est une mécanique inversée, économique, qui permet à la fois de faire des résultats, de croître, de se développer et de verser le revenu aux producteurs. Donc en changeant l'échelle du volume de produits vendus, vous permettez de le rendre accessible. C'est ça. Et moi je crois à une chose, c'est qu'il faut y avoir une réglementation simple. Bon, Max Havelaar est reconnu de façon internationale, il n'y a pas de photo là-dessus, mais il faut vraiment que le consommateur ait la vision claire des labels qui sont efficients dans cette problématique de prix et de prix collectif également après sur les programmes qui sont menés. Et à partir de là, à nous, aux ONG, à l'État, de favoriser ces initiatives pour que justement, la loi ne pourra pas faire. Donc, ce n'est pas la peine de dire chaque fois la loi va faire. C'est qu'il faut que les initiatives viennent d'en bas et qu'elles soient appliquées, aidées et développées dans le cadre peut-être de règles simples et pas compliquées qui peuvent être détournées. Donc, moi, je crois vraiment à l'entreprise individuelle qui soit capable de sortir un revenu, qui soit capable de se développer à condition, bien sûr, d'avoir l'appui des pouvoirs publics, puisqu'il est bien évident que quand une multinationale, et on parle du cacao, on parle du café, etc., je suis désolé, mais quand dans les entreprises on demande à RBE à plus de 15% à ses collaborateurs, c'est sûr que vous ne pouvez pas reverser du prix minimum. Ce n'est pas possible. Donc revenons à des choses simples, favorisons les entreprises un peu plus de taille intermédiaire, favorisons le développement, comme vous le disiez, des agriculteurs qui trouvent des solutions en local. Et je pense qu'il faut trouver à l'interne des initiatives qui permettent ce développement. Parce que chaque fois qu'on a une loi, malheureusement, on se rend compte qu'elle est détournée. Madame Le Guy-Balloir, allez-y, hein, si vous voulez réagir et poursuivre le propos. Alors, on collecte les questions, mais on a le temps. Hein. Je voudrais intervenir Par contre, pas trop vite. Pour peut-être même faire une petite plaisanterie, on va dire. Moi, j'ai été 30 ans juriste, nombreuses années avocat, pratiquement tout le temps. J'ai tirelipoté la loi pour gagner. J'aime bien ça. Sauf que, si vous voulez, aujourd'hui, mon rôle, c'est de faire la loi. Et quand on fait la loi, on se rend compte des arbitrages. Je vais par exemple prendre un exemple de ce que vous venez de dire, monsieur. On va aider les PME, on va aider différentes personnes. Ouais, sauf que si vous voulez, en France, en certaines productions, c'est des très gros industriels
Et puis, il y a ce qu'on appelle les coopératives. Ça, c'est tout un autre sujet. Tout un autre sujet. Mais ce sont des gens qui ne sont pas indépendants pour prendre des initiatives personnelles. Alors, j'ai demandé la parole pour rappeler quelque chose. C'est qu'en France, il existe un label agri-éthique. Très franchement, il y a pas mal de produits qui peuvent se prétendre agri-éthiques. Honnêtement, on ne les connaît pas. Les consommateurs ne les connaissent pas. Ils connaissent tous Max Havelaar. Vous voyez, moi, dans ma région, j'ai des jeunes qui ont créé Juste pour le lait. Je fais de la pub. Juste Vendéen. Je vous assure que c'est incroyable comme ça marche. Ça marche, mais ça marche avec un tissu social. Dans le sud-ouest, on a essayé de faire la même chose. D'autres producteurs ont essayé de faire la même chose. Ça n'a pas marché. Comme quoi les consommateurs ont un grand rôle à jouer. Et alors je termine, je ne vais pas monopoliser la parole. Quand vous disiez la loi, il faut arrêter, eh bien, écoutez, les organisations de producteurs, la loi ne les aurait pas aidés. Aujourd'hui, il n'y aurait pas le plan de relance avec des textes qui aident les gens à faire des initiatives, à s'organiser, à acheter du matériel, des choses comme ça. Elle n'est pas complètement inutile. Et puis de toute façon, elle me donnera du travail quand je serai plus députée. Je ne peux pas vous démentir. Je ne peux pas vous démentir, Madame la députée, puisque nous avons la chance, Max Havelaar, d'avoir reçu récemment le label Relance et une petite subvention pour développer le label équitable pour le lait en France. Donc, satisfait, effectivement, les pouvoirs publics soutiennent aussi les initiatives citoyennes de durabilité. Je rebondis sur ce que vous disiez. Effectivement, le local, un label régional, c'est aussi une valeur montante dans le monde de la consommation responsable. Le baromètre, tous les baromètres de consommation, en général, grosso modo, analysent 4 choses. Le rapport à l'environnement, à la planète, au bio. Le rapport au juste prix aux producteurs dont nous parlons aujourd'hui, qui est l'équité, le commerce équitable, etc. La question du local, la proximité, bien entendu. Et puis aussi la question des déchets, des emballages et de la santé. Et on retrouve ces 4 ou 5 valeurs à peu près sur tous les baromètres. Et celui sur le local, figurez-vous, où on l'a analysé pendant la pandémie, monte à toute vitesse. Donc on peut imaginer demain des labels peut-être, ou des certifications, des justes prix, qui ne soient pas au niveau mondial, au niveau européen ou au niveau français, mais adaptés à une situation donnée. Alors est-ce que les gens de l'initiative Juste incluent un mécanisme de prix pour garantir leur revenu vital, ou est-ce qu'ils ont trouvé un autre biais pour... Bon, écoutez, j'ai nommé Juste. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, et il y en a d'autres même localement. Ils ont commencé par le lait, après ils ont fait du miel, après ils ont fait différents autres produits. Aujourd'hui, ils arrivent à la viande bovine. Ça ne se fait pas seul. Ça ne se fait jamais seul. Ça se fait en contrat tripartite. Là, en l'occurrence, ça se fait aussi avec une coopérative qui intervient pour la transformation. Si vous voulez, là, on est vraiment sur ce qu'on attendait des États généraux de l'alimentation. On attendait ça. Il y en a qui commencent à le mettre. Il y a eu C'est qui le patron, on en connaît tous. Hein. Mais après, c'est toujours la même histoire. C'est ce que je vous disais. C'est qu'il faut que le consommateur suive. C'est-à-dire qu'il faut que le consommateur aille au bout de ses démarches. Et que ce soit à l'heure actuelle. Moi, j'y crois énormément à ça. Quand on a commencé à se rencontrer avec Blaise pour la souveraineté. C'est la souveraineté alimentaire, absolument. La souveraineté alimentaire. Moi, je crois énormément moins au label qu'à la confiance qui peut être mise dans certains cahiers des charges ou dans certaines entreprises qui ont fait leur renommée, qui ont été à l'épreuve des faits. Et là, en l'occurrence, je vois mes jeunes, là dont je parle, franchement, il y a une confiance totale des gens dans ce qu'ils font. C'est même pas du bio. C'est du durable, c'est du raisonné, de qualité. On n'est pas loin du bio. Le bio, il a ses qualités, mais on trouve aussi dans bien d'autres productions aussi de très belles qualités. Et en l'occurrence, c'est pas la ligne rouge que les gens achètent ça. Parce ils ont compris qu'ils veulent que leurs producteurs locaux restent et pérennisent, parce que ça a tellement d'importance. C'est pas monsieur qui va me contredire. Si on n'a plus d'agriculteurs, on n'a plus de campagne, si on n'a plus de campagne, enfin, on n'a plus à manger, on n'a plus de souveraineté. C'est une économie circulaire, tout ça. Et c'est vrai qu'il faut qu'on participe tous. L'écologie, si on veut ça, si on veut le bien-être animal, si on veut tout ça, ça partira que des agriculteurs. Il faut qu'on les aide. Je crois que vous avez réussi à passer vos convictions dans la dernière loi climat, puisqu'il faut le noter et peut-être le signaler à ceux qui nous écoutent. Il y a 2 directions que les pouvoirs publics ont vraiment appuyées. La première, c'est ce que vous disiez sur la confiance.
Ils ont dit qu'il va falloir essayer de séparer un petit peu les proclamations creuses de commerce équitable, de revenus justes, etc., de celles qui sont sérieuses. Donc merci pour ça, Madame la députée. Je crois qu'au nom de tous les acteurs du commerce équitable, on peut saluer les législateurs qui ont décidé enfin, je dirais, d'apporter un peu plus de clarté dans toutes ces allégations. Et puis la deuxième chose, c'est les marchés publics. Ça, il faut quand même le mentionner. Il y avait la loi Egalim 1, la loi climat revient dessus. Et désormais, les démarches locales de commerce équitable, les démarches nationales ou internationales, peuvent être prises en compte pour les achats publics. Donc là, vos agriculteurs dont vous parlez, demain, on l'espère, auront plus de volume parce qu'un maire, un patron d'agglomération, un recteur d'université dans les commissions d'appel d'offres auront décidé d'avoir des fruits, des légumes, des céréales payés à un juste prix, revenu vital. On arrive à un moment peut-être où on peut prendre les questions de la salle. Et si vous avez un mot de conclusion, préparez-le peut-être. Je vous donne la parole juste après. Est-ce qu'on a dans le public des questions? Je crois que oui, là-bas. Allez-y. Oui, et monsieur aussi. Allez-y, je vous en prie. Commencez, monsieur. Oui, bonjour à tous. Je me permets de prendre la parole et je vous remercie avant tout de me passer le micro. La question qui me vient à l'esprit, moi, en entendant votre discours, c'est comment fait-on aujourd'hui? Est-ce qu'on est en mesure de calculer le prix garanti qu'on doit reverser aux différents agriculteurs, que ce soit en France ou dans d'autres pays, en Afrique ou dans le reste du monde? C'est quels sont les outils qu'on a pour pouvoir évaluer justement le prix minimum garanti? Et la deuxième question qui me vient, si je peux me permettre, c'est on essaye de privilégier des produits bio, des produits éco-responsables, équitables, respectueux de l'environnement. Mais pourquoi on vient valoriser une agriculture intensive et une agriculture massive en faisant des centaines, des dizaines de milliers de kilomètres, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'aspect environnemental? Et pourquoi ne pas privilégier des circuits courts? Justement pour ne pas rentrer dans cette complexité aussi politique et aussi ce système européen et parlementaire. Merci. Merci. Je réponds sur le premier point peut-être plus rapidement parce que notre ONG a beaucoup travaillé là-dessus. La réponse est oui et oui. Oui sur le prix. On sait parler avec les agriculteurs. Il y a 1800, presque 2000 au niveau mondial d'organisations engagées dans le commerce équitable. Donc les agriculteurs peuvent dire ça me coûte tant, et ma livre de café, enfin je parle sous le contrôle d'un spécialiste, Jean-Pierre Blanc, les paysans qui font le café qu'il achète savent lui dire leur coût de revient, la marge qu'ils souhaitent et quel serait un prix juste. Deuxième point qui est plus compliqué, je l'avoue, est-ce qu'on sait transformer ça en revenu pour l'exploitation? Parce qu'évidemment, un caféiculteur, il ne fait peut-être pas que du café, il fait un peu de culture vivrière, il a peut-être quelques heures par semaine où il va aller se mettre au service d'un voisin pour donner des cours à ses enfants, que sais-je encore. Comme dans beaucoup d'économies plus informelles que la nôtre, les gens ont plusieurs activités rémunératrices. Donc je dis oui quand même, parce que depuis 3 ans, nous avons constitué au niveau mondial une coalition, 2 coalitions, l'une qui travaille avec des chercheurs sur les revenus salariaux. Est-ce qu'on sait, dans les contrats de travail, quelqu'un qui est employé, fixer un revenu qui lui permet de vivre, comme le SMIC. Et puis une autre qui parle des revenus agricoles, où là aussi, région par région, parfois dans un même pays, comme au Sénégal, au Ghana ou autre, on va par vallée essayer de voir qu'est-ce qui est estimé apporter un revenu décent. Mais on est au début d'une grande aventure, ça s'appelle la méthodologie Anker, A-N-K-E-R. Ce sont des chercheurs américains qui ont défini cela et avec qui nous travaillons avec énormément d'autres ONG, avec des entreprises. Moi, je crois que demain, vous, les citoyens, vous, les consommateurs, vous irez sur Internet et vous irez vérifier finalement si les produits que vous achetez délivrent ce que vous estimez vous recevoir pour vous, que c'est délivré à celui qui a fabriqué votre casquette, vos lunettes, votre masque et votre pantalon. Donc oui et oui sur ces questions techniques. Sur la question que vous posez sur l'intensif, je ne sais pas, est-ce que Jean-Pierre Blanc, vous avez une idée? Dans le café par exemple, est-ce que vraiment c'est le transport et le fait que ça vienne de milliers de kilomètres qui pèse dans le bilan climat, ou est-ce que finalement c'est pas autre chose? Non, les produits agricoles comme le café, le cacao, ils sont transportés en bateau à container. Il y a un impact, bien entendu, mais l'impact est minime. L'impact est plus important quand on va livrer nos cafés au supermarché ou dans le bar ou dans le restaurant. Donc,
là-dessus, c'est un peu plus compliqué. Pour ces produits-là, je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier. Par contre, ce que vous disiez avant est extrêmement important, c'est-à-dire entre le prix et le revenu. La différence du prix minimum et la différence du revenu. Et là, on a travaillé beaucoup là-dessus sur ce qu'on appelle la part de ruissellement. Parce que vous pouvez avoir des coopératives, c'est le cas de certaines, qui ne produisent pas assez ou qui sont en phase de développement. Donc, la technostructure, parce qu'il y a toujours une technostructure par rapport à une coopérative, peut absorber beaucoup plus de revenus que les agriculteurs. Donc l'objectif d'un prix minimum garanti, c'est d'amener une organisation sociale collective rentable. Sinon, il n'y a pas de commerce équitable. Parce que, et il faut être très vigilant là-dessus, sur ce qu'on appelle le ruissellement. Nous, on essaie d'amener les coopératives à avoir un taux de ruissellement proche de 90% pour les producteurs, et que la technostructure, sauf en période de démarrage, ne dépasse pas à terme les 10% de la valeur versée. Donc c'est extrêmement complexe quand on rentre dans le détail, donc on ne peut pas dire une chose aussi simplifiée, parce qu'il y a toujours des cas différents, et c'est différent bien sûr par pays et par organisation. C'est passionnant d'entendre de cela, parce qu'effectivement, quand nous, on préparait le label Max Havelaar pour le lait français, un de vos confrères, le rapporteur général d'Egalim, Jean-Baptiste Moreau, nous a dit exactement ce que vient de dire Jean-Pierre Blanc. Il a dit, avec Egalim 1, on a un peu la crainte que le ruissellement n'ait pas été suffisant pour le premier niveau, le paysan. Et donc, nous, label et certification équitable, ce qu'on fait, c'est qu'on met un cliquet de sécurité, effectivement, public, vous allez sur Internet, vous avez le prix qui doit être payé au premier niveau. Comme ça, il n'y a pas photo, passez-moi l'expression, sur l'ensemble du coût. Alors, il y a une question ici, une autre là et une autre là. Allez-y. Et pardon, vous vouliez réagir là-dessus, Madame Védrenne, excusez-moi. Allez-y, excusez-moi, à la question juste après. Peut-être justement parce que c'est des sujets sur lesquels on travaille spécifiquement au Parlement européen, sur le commerce et la place de l'agriculture justement dans nos accords commerciaux, où les Français sont souvent vus justement quand on aborde cette question comme des protectionnistes et qui veulent défendre absolument leur modèle agricole et qui a une sensibilité agricole. Et vous parliez de la souveraineté alimentaire. Quels sont les leviers pour répondre justement à ces enjeux et à défendre notre modèle agricole, tout en le faisant aussi évoluer pour répondre aux enjeux du changement climatique et puis aux demandes du consommateur. Vous évoquiez tout à l'heure, Blaise, la directive sur la déforestation des produits importés, notamment vis-à-vis du Mercosur. Ça sera un élément fondamental pour éviter justement la déforestation, l'importation de soja, etc. Donc il y a des leviers sur lesquels on veut travailler parce qu'on le sait bien, que dans nos accords commerciaux, c'est un moyen justement pour pouvoir aussi faire évoluer nos partenaires dans un modèle agricole. Mais c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que les accords commerciaux doivent être des leviers pour tous, mais on n'est plus maintenant dans une logique comme par le passé où c'est seulement des barrières tarifaires, des droits de douane, etc. C'est véritablement une bataille des normes. Et certains de nos partenaires vont nous dire, mais vous êtes qui pour dire que vos normes à vous sont meilleures que les nôtres? Et effectivement, il y a l'Organisation mondiale du commerce et tout l'enjeu, c'est véritablement pour l'Union européenne de jouer un rôle fondamental avec la nouvelle directrice générale pour réformer véritablement l'OMC et agir et avoir un nouveau modèle sur la scène internationale. Guillaume Lécuyer, allez-y, complétez. Et tout ça pendant la présidence française de l'Union européenne. On va être un peu chargé. Je voulais revenir sur la première question, parce que, sans vouloir faire un cours de théorie économique, aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais le prix n'est pas la somme des facteurs de production. C'est-à-dire qu'on aura beau calculer finalement combien on devrait rémunérer un agriculteur, bon, c'est peut-être 20, 30, 40, 100, 200, 300% de ce qui touche aujourd'hui. Le prix, c'est la rencontre des offreurs, pour lesquels on peut calculer des coûts de production, mais également des demandeurs. C'est ce qu'on appelle la théorie subjective de la valeur, c'est que finalement le prix pour le demandeur, elle va dépendre de l'utilité qu'il va en tirer. Et on retombe encore sur... donc on peut calculer les coûts de production, sauf que si les consommateurs de l'autre côté ne sont pas prêts à payer ce prix à cette hauteur-là, ils ne le paieront pas. Et c'est bien pour ça qu'on retombe sur la sensibilisation dans les pays OCDE, etc., mais également dans ces pays producteurs-consommateurs qui sont aujourd'hui, et qui le seront de plus en plus dans l'avenir, les consommateurs de leurs propres produits, déforestants, socialement injustes, etc., etc. Donc c'est bien ces deux volets qu'il faut prendre en compte quand on parle de prix. C'est pas juste savoir... Peut-être un troisième au milieu qui est la spéculation quand même. Alors,
on n'en a pas parlé ici, mais c'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure. Quand vous avez des robots qui achètent et revendent du cacao à la milliseconde, vous pouvez aussi imaginer que le prix qui arrive à la fin n'est pas totalement plein de bon sens. Alors, spéculation, et c'est d'autant plus cocasse d'en discuter ici, mais bon, spéculation dans le palais Brognard, hein, je le dis pour ceux qui sont en ligne, nous sommes dans l'ancienne bourse de Paris. Oui, que ce soit à New York ou à Londres, mais également les marges très importantes d'oligopsone, hein, c'est ça, sur un certain nombre de... Donc, peu finalement d'acheteurs de ces produits-là, hein, ils sont 3-4 sur le cacao, etc., qui vont faire, je sais pas, 80-90% du volume et qui ont des marges bénéficiaires extrêmement importantes. Donc quand on dit il faut du cacao plus durable, moins déforestant, etc., ça suppose une augmentation du prix aux consommateurs, pas nécessairement, probablement en partie, mais ça suppose aussi que certains acteurs puissent peut-être réduire leurs marges. Et on sait de qui on parle de manière générale. Ben oui, le rendement du cacao, quand vous achetez des instruments financiers cacao à la Bourse de Londres, c'est 30% par an. Ben, il faut supprimer les marchés à terme. Et voilà, c'est une discussion qu'il faut ouvrir. En tout cas, il faut casser les monopoles. C'est évident, parce que et c'est là tout l'intérêt. Ça, je reviens sur mon petit truc, mon petit clin d'œil. C'est-à-dire qu'il faut revenir à des tailles qui soient plus raisonnables. Aujourd'hui, la technologie permet de le faire. Et d'autre part, donner l'information aux consommateurs jusqu'au bout. D'où l'importance aussi d'indiquer l'origine des produits, Madame la députée européenne. C'est-à-dire que de pouvoir... C'est pas possible dans la loi, mais c'est possible, alors très bien, de pouvoir indiquer pour que le consommateur sache ce produit d'où il vient. Et donc, donner la confiance. Si vous avez la confiance, vous aurez les consommateurs et vous aurez le prix. Et c'est ça qu'il faut restaurer, à mon avis. Monsieur, allez-y. Oui, merci de prendre ma question et merci pour le débat. En 2 mots, je crois qu'il faut sortir du libéralisme, d'une part, et qu'il faut revenir à des politiques agricoles adaptées, et en particulier à des politiques de régulation des marchés, ce qu'on a complètement abandonné. Et je signale qu'on est en train de travailler là-dessus au laboratoire Urgence Transformation Agricole Alimentaire. Il y a un document qui va sortir là-dessus. En tout cas, je pense qu'il faut une régulation politique forte. Voilà. Merci beaucoup. Je signalais en introduction la tentative de création d'une OPEP du cacao. Ça ne vous a pas échappé, il y a 2 ans. Les pays producteurs ont tenté d'imposer un prix obligatoire, régulé, en disant la tonne de cacao doit être payée minimum cela. Et ça a tenu malheureusement que quelques mois parce que le bras de fer n'a pas été gagné. Il y avait madame, et puis je crois une autre main s'est levée là-bas. Allez-y, commencez. Mais peut-être quelqu'un veut réagir sur la régulation. Est-ce qu'il y a un avenir à la régulation Mais allez-y avec votre question. Bonjour, Cécile Astier. Je voulais rebondir sur une remarque que vous aviez faite, je pense, une de vous deux, je ne sais plus, sur le fait d'accompagner les agriculteurs, notamment dans des transitions éventuelles vers d'autres modèles que le modèle intensif. Qu'est-ce que vous pensez de la PAC qui est quasiment adoptée ou pas tout à fait quasiment adoptée, avec des échéances assez courtes? Politique agricole commune ? C'est ça, hein, oui, la PAC, oui. C'est pour vous, Madame Vedren, je crois, ou Madame... Peut-être d'abord juste sur la première remarque sur la régulation. Je pense qu'il y a effectivement des secteurs qu'il faut réguler. Il y a des choses à avoir et c'est la conversation qu'on avait de manière bilatérale. Je pense que tout l'enjeu, c'est de trouver le juste équilibre. Et il y a effectivement le modèle néolibéral qui est très présent au sein des institutions européennes. Quand on échange, moi je le vois bien, hein, dans la Commission Commerce International avec mes collègues suédois, qui sont pourtant dans mon propre groupe politique. Ce n'est pas mes alliés en premier. Ça va plutôt être des Espagnols socialistes, mes alliés. Donc on a à démontrer que l'Union européenne doit être un acteur fondamental pour une nouvelle mondialisation qui soit justement plus responsable, qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Mais il ne faut pas non plus tomber dans une bascule complètement extrême où certains, à l'inverse de nos collègues, par exemple, sont par principe contre tout accord de commerce. Non, il faut le commerce mondial, on en a besoin. Par contre, il faut qu'il soit juste. Et c'est tout le travail qu'on mène, justement, la délégation Renaissance, la majorité présidentielle au niveau européen. Sur la politique agricole commune, donc effectivement, on a eu un accord de trilogue entre le Parlement européen et le Conseil. Le Parlement européen va se prononcer, je pense, plutôt en faveur des réformes. Par rapport à la position du Parlement européen, ça ne va pas aussi loin que nous, ce qu'on voulait, notamment sur ce qu'on appelle les éco-régimes, sur la juste rémunération aussi, sur l'appui à la nouvelle génération. Pour autant,
on ne veut pas tout mettre à bas, parce que ça nous paraît essentiel de valider cet accord, parce que sinon ça serait très 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 compliqué pour nos agriculteurs qui font face, comme ça a été dit par Martine, par énormément de situations de complexité. Donc elle devrait aboutir et être validée par le Parlement européen dans les prochaines semaines de plénière. Merci beaucoup pour cette réponse. Il faut qu'on conclue car la table ronde suivante se prépare. Est-ce que parmi nos invités, que je remercie à nouveau de leur temps et de leur engagement aujourd'hui, il y a quelqu'un qui souhaite dire un mot de conclusion ou on s'en tient là? Merci beaucoup à vous, merci au public, merci à ceux qui nous écoutent en ligne d'avoir suivi cette table ronde consacrée au revenu vital. Et on comprend à la force des débats que ce n'est que le début d'une longue discussion qui se poursuivra. Merci à tous et bonne fin de journée.